Je ne sais pas trop quand cela m'est arrivé. Un jour d'épuisement peut-être. Il faut dire que ce genre de choses ne m'arrive qu'après avoir franchi la barrière de la fatigue. Un état second si productif dans un certain sens, mais très rare. Je me suis assis près de la fenêtre qui donne sur une rue agitée. Je ne voulais rien, simplement être là où je suis. Je ne comptais ni les jours, ni les mois, ni les années. Un oiseau jaune au bec noir franchit subitement le feuillage vert, comme pour annoncer un printemps précoce. Mes sens pouvaient encore percevoir la nouvelle saison. Je sens quelque chose monter en moi. Un ruisseau d'encre se substitue au sang qui me coule dans les veines. L'impression subitement d'être un arbre. Un arbre assis près d'une fenêtre. Je prends une feuille de papier, je sens une certaine promiscuité avec le papier. Un rapport viscéral. Je le touche, je le palpe. De plus en plus, la main de l'homme se détache du papier pour se refermer sur un petit appareil métallique qu'elle caresse du pouce. Je veux écrire directement sur le papier. J'y trace des hiéroglyphes, je n'arrive pas à me lire. Je dessine à côté pour tenter de m'exprimer plus visiblement, complètement absorbé par ce qui naît sous ma main. Je continue sans prêter attention à ce magma de formes et de lettres. Cela fait quelques décennies que j'ai délaissé la main pour la machine à écrire qui me semblait plus moderne, plus proche de la sensibilité d'une certaine époque. Heureusement, la main est de retour. J'observe un long moment le plus vieil outil de l'homme. La main qui a connu le chaud et le froid, le rugueux et le doux, la peau, une main sur le dos d'un bébé, toutes ces émotions encore cachées quelque part sous l'épiderme. On écrit à la main cette main qui conserve dans chacun de ses mouvements tous les âges du monde. Cette longue expérience du paysage comme du visage menacé aujourd'hui. J'ai repris ma main, je ne la lâcherai plus. Et avec elle, les couleurs arrivent, tout un monde enchanté fait jour. Je suis né à Port-au-Prince en 1953, d'un père homme politique, journaliste, et d'une mère archiviste à la mairie de Port-au-Prince. Mon père fut exilé assez rapidement au début du gouvernement de François Duvalier, alias Papa-Doc, et je fus instantanément envoyé à Petit-Goâve pour passer mon enfance avec ma grand-mère. Voir ma grand-mère en train de boire sa tasse de café tous les après-midi et d'offrir une autre tasse de café aux gens qui passent dans la rue afin de lier conversation avec eux, quand j'étais tout petit, couché sur la galerie à regarder les fourmis, est une des choses les plus fondamentales de ma vie d'homme et de ma vie d'artiste. C'est-à-dire cette tasse de café et qui délie la langue, qui permet de relier les gens entre eux. Pour moi, c'est le symbole même de la culture, de la civilité, des rapports entre les gens. Voilà une femme toujours assise au même endroit, sur sa petite galerie, dans un petit village, et qui donne une leçon qui ressemble à celle que les Grecs, que Socrate a donnée au monde en son temps. La conversation. De cette tasse de café où le café noir ressemble à l'encre, où la cafetière à ses pieds ressemble à la lampe d'Aladin avec la petite fumée qui sort, eh bien, toute la magie de l'écriture, de la littérature, de la pensée infusée se trouvait en face de moi. J'ai écouté ma grand-mère parler aux gens, j'ai écouté toutes ces conversations et je voyais comment elle faisait pour intervenir dans la vie des gens en les regardant passer, en les voyant vivre, pour intervenir, pour leur dire et éviter des choses, des animosités entre eux. Et c'est ainsi que j'ai pu écrire la plupart de mes romans. Je le dis sans hausser du col, car on ne peut trouver là matière à fierté. J'ai vécu le tremblement de terre de Port-au-Prince.
Je constate aussi, avec une légère tristesse, qu'une expérience, aussi douloureuse soit-elle, n'a aucune incidence sur notre talent. J'étais donc à Port-au-Prince lors du tremblement de terre de la même puissance que celui de Lisbonne. Ayant été sur place ce jour-là, je peux vous assurer que Voltaire ne s'est pas trompé dans certaines descriptions. Par contre, quand on est à l'intérieur, on vit les choses différemment. Après cet événement, ce terrible désastre naturel qui a emporté avec lui plus de 300 000 personnes, autant de blessés, presque 400 000 blessés, c'est terrifiant. J'étais désemparé, je ne dirais pas désespéré, mais j'avais l'impression que la fiction ne pouvait plus m'aider à vivre. Le récit, tel que je le connaissais, tel que je le pratiquais, ce récit qui m'avait consolé de l'exil, n'était plus possible pour moi. Il fallait quelque chose de plus présent, de plus concret, de plus physique. Et j'ai pensé à la main. Puis, doucement, les couleurs sont venues dans mes rêves, étourdies par la douceur des choses. L'exil vaut le voyage, c'est ce qu'affirme Dany Laferrière dans un livre enchanteur entièrement écrit à la main et dessiné par l'auteur. En quelques années, Dany Laferrière s'est imposé comme l'un des écrivains les plus attachants de la littérature française. Né en Haïti, il s'est exilé lorsque l'un de ses proches amis a été assassiné par la dictature de Duvalier. Il a vécu à Montréal, à Miami, à New York. Il est arrivé à Paris, gare de l'Est, presque sans un sou en poche, et il est aujourd'hui membre de l'Académie française. Les dessins d'un écrivain sont toujours révélateurs. Ici, Dany Laferrière se fait le peintre de l'exil. Contre toute attente, il déploie énormément d'humour sur ce sujet grave. Dany Laferrière célèbre les joies de l'exil, à travers notamment des portraits des écrivains qu'il aime et qui l'ont aidé à transformer ce voyage forcé en quête initiatique. Quand il arrive à Montréal, par exemple, il se compose une bibliothèque dans laquelle il ne place que des exilés. Ovide, Victor Hugo, Borges, Solzhenitsyn. Il faut dire que ce voisinage est plutôt inspirant. Il nous raconte aussi comment il est devenu écrivain, pour séduire les filles. De fil en aiguille, ce monstre effrayant qu'est l'inconnu de l'exil s'est transformé en vagabondage plutôt hédoniste. Les pérégrinations forcées offrent des avantages qu'une vie de sédentaire nous épargne, et ce qui au départ était un arrachement devient une libération. Finalement, le dictateur qui pensait punir Laferrière en le poussant à l'exil lui a rendu, et à nous aussi, un fier service. C'est un étrange animal que celui qui vit hors de sa terre natale. Sa condition d'exilé lui permet d'audir une littérature qui n'est ni tout à fait de là-bas, ni tout à fait d'ici, et c'est là tout son intérêt. J'ai vécu longtemps en sevrage de la nuit quand je suis arrivé à Montréal, où la nuit, c'était... Enfin, j'avais plus eu la même nuit modeste et puissante, en splendeur invisible. Et c'était plutôt une nuit de café, une nuit de néon, magnifique aussi. Mais les étoiles avaient disparu. Et donc j'ai voulu faire un éloge de cette nuit, et sans café, sans néon, mais la nuit, tout simplement, dans sa présence nue, puissante. Un cœur nomade, les dessins, les textes écrits à la main par Dany Laferrière qui célèbre 30 années d'une vie incroyable depuis Petit Goâve, son village en Haïti jusqu'à l'Académie française et ici sur une grande place de Francfort à l'occasion du Salon du Livre où le Canada est l'invité d'honneur. C'est Dany Laferrière qui est aussi notre invité de cœur.
Comme ça, ces dessins, ces textes écrits à la main comme ça sur cette place de Francfort. C'est un rêve puisque je ne possédais pas les talents de ma main il y a quelques années et brusquement ont surgi ces images et elles font le tour du monde en ce moment. Elles étaient à Tunis, elles seront à Paris, à Port-au-Prince, elles sont à Francfort. Oui, là on va les retrouver et après ailleurs. en Arabie Saoudite.